Bonjour et bienvenue dans Rencontre avec une femme inspirante de la fonction publique, un podcast de l'Institut régional d'administration de Lille et de la PFRH Normandie. Je suis Isabelle Bonnet-Muret. Je vous présente une rencontre organisée dans le cadre du parcours de formation que j'anime, intitulé Vers l'égalité professionnelle, osez réaliser vos ambitions et booster votre carrière. Je passe la parole à Cécile Paranut, directrice de l'IRA. Bonjour, je suis très heureuse d'être présente parmi vous ce matin pour ouvrir ce podcast dédié au témoignage d'une femme dont le parcours professionnel est inspirant. Ce témoignage s'inscrit dans le cadre de la 4e séquence du parcours égalité professionnelle que nous avons monté en collaboration avec la PFRH Normandie et dont c'est la 2e édition. Et je suis très heureuse aussi d'accueillir les 11 stagiaires qui participent à ce module. Pour ce témoignage d'une femme inspirante, nous avons sollicité Madame Anne-Claude Lamure-Baudreux, qui est directrice générale adjointe en charge du département développement social, famille et sport à la ville du Havre, et dont je remercie encore pour sa participation. Et ce sont nos 11 participantes de la formation qui vont animer cet échange inspirant. Et c'est donc à vous de jouer, mesdames. Ségolène Groual, je suis chef de service à l'Agence de services et de paiement de Normandie et je vais vous présenter notre invitée. Anne-Claude Lamure-Baudreux n'est pas entrée dans la fonction publique par hasard. Des archives de France au service de la ville du Havre, être utile aux autres a toujours été le rail sur lequel sa carrière est lancée. Alors qu'elle débute sa vie professionnelle, en tant que conservatrice du patrimoine au service des missions, elle réalise rapidement qu'être témoin de l'histoire contemporaine et l'archiver ne suffira pas à son accomplissement. Ce qu'elle veut, c'est monter dans le train et pourquoi pas le conduire. C'est au sein de la fonction publique territoriale, de l'Aude à la Drôme, qu'elle relègue successivement plusieurs challenges professionnels jusqu'au poste de directrice générale adjointe en charge du département développement social, famille et sport de la ville du Havre. Pas de doute, travailler au sein d'une ville dirigée par Édouard Philippe, un élu de premier plan, donc souvent sous le feu des projecteurs, doit être un défi en soi. Mais au-delà de cette liste d'accomplissements, Anne-Claude Lamure-Baudreux est avant tout une femme engagée et aux valeurs de partage. C'est notre femme inspirante du jour. Merci d'être présente pour répondre à nos questions. Et c'est moi qui vais poser la première question à Madame Lamure-Baudreux. Madame Lamure-Baudreux, pourquoi avez-vous accepté notre invitation ? Je pense que à ce stade de ma carrière, je ne suis pas en début de carrière comme les personnes qui me voient s'en rendent compte. À ce stade de ma carrière, c'est important pour moi de pouvoir partager, de pouvoir dire aux jeunes femmes qui souhaitent démarrer une carrière de cadre, c'est possible, on peut y arriver et vraiment personne n'en est empêché. Et finalement, on voit tout que pour une femme, c'est pas toujours très facile parce qu'il y a la conciliation vie personnelle, vie professionnelle. Il y a toutes ces limites complètement irrationnelles qu'on se forge soi-même. Cette idée que si on sait pas tout faire merveilleusement, on va sûrement pas postuler parce que d'autres le feront peut-être mieux que nous. Bon, mais toutes ces limites, ces croyances limitantes, on peut les dépasser. Et moi, maintenant, là où j'en suis arrivée, j'ai envie de dire aux plus jeunes, allez-y, je ne dirais pas jusqu'à dire que je suis une personne inspirante, je trouve ça horriblement gênant, mais en tout état de cause, si présenter ma carrière et dire comment j'y suis arrivée, ça peut donner à d'autres l'idée que ouais, c'est possible aussi pour elles, parce que loin d'être une personne inspirante, je suis madame tout le monde, mais je trouve que c'est vraiment important. Et c'est pour ça que quand ça m'a été proposé, d'abord je me suis dit, inspirante, mais non, c'est pas moi. Et puis je me suis dit, mais après tout, si, l'inspiration, c'est pas des gens extraordinaires qui refont le monde, c'est quelqu'un de normal qui fait une carrière normale et qui arrive à des niveaux tout à fait élevés, juste en restant soi-même. Simplement en se disant, je peux le faire. Puis j'ai des filles aussi, et c'est ce que j'ai appris à mes filles. Voilà, ne vous limitez à rien, vous pouvez tout faire. Et donc ce que j'ai fait pour mes filles, je vais le faire pour d'autres filles. Marilyn Deslandes, donc je suis secrétaire d'un inspecteur de l'éducation nationale dans l'Eure. Madame Lamure-Baudreux, vous êtes directrice adjointe générale en charge du développement social à la famille et sport à la ville du Havre. Pouvez-vous nous décrire vos missions ?
Le département de développement social, famille et sport, c'est le département de la ville du Havre qui s'occupe des services aux habitants. On a une population d'environ 170 000 habitants au Havre. On a une population dont les caractéristiques sont quand même pour partie une certaine précarité, des difficultés. C'est une ville qui a un passé et même un présent ouvrier avec la prévalence des activités industrialo-portuaires. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que nos habitants arrivent à un niveau qui les mettra en état de bien-être, en état d'épanouissement. Et on n'y est pas encore pour tous les habitants, puisque vous travaillez à l'Éducation nationale. Ce que je vais dire vous parlera. On a 66% de nos écoles qui sont en réseau d'éducation prioritaire ou en réseau d'éducation prioritaire plus. Ça veut dire des enfants avec de moins bons résultats scolaires et donc des possibilités d'évolution professionnelle moindres que des enfants qui sont dans des établissements d'autres secteurs. De sorte que notre travail au département de développement social, famille et sport, c'est vraiment ça, de créer ces conditions pour que les habitants voient leur situation s'améliorer. Et ça correspond aussi à une attente de notre maire qui souhaite que la ville du Havre soit une ville très attractive, qui accueille de nouveaux habitants, et on cible, parce que avec le Covid, c'est bien que les gens veulent aussi venir un peu loin des grandes métropoles, donc on est une ville à la mer, une ville à taille humaine. Mais notre maire veut appeler dans cette ville des personnes, des CSP+, bon, mais on ne peut pas imaginer accueillir de nouveaux habitants comme ça et qu'on est dans des quartiers des gens encore en difficulté. Donc notre boulot, c'est vraiment de ramener tout ce monde-là à un même niveau pour créer une vraie cohésion sociale dans la ville. Ségolène nous a résumé votre parcours professionnel. Au début de votre vie professionnelle, aviez-vous imaginé un plan de carrière ? Non, absolument pas. Il faut dire que je suis issue d'un milieu familial tout à fait modeste. Mes parents étaient viticulteurs dans l'Aude et dans ma famille, on ne faisait pas vraiment d'études. Donc voilà, j'étais un petit ovni qui est arrivé dans cette famille avec des prédispositions scolaires qui font que j'ai été toujours poussée par l'éducation nationale. Enfin, je dois vraiment beaucoup à mes enseignants qui m'ont dit mais il faut faire des études. Mais à vrai dire, dans ma famille, personne ne savait quelles études je pouvais faire. Et moi-même, enfin, on sait bien que quand on arrive au lycée, il y a quelques années en arrière, on ne sait pas trop où on va aller. Et donc moi, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Il se trouve que j'adorais le latin. Une chose extraordinaire, mais j'adorais le latin, j'adorais le grec, et j'aimais beaucoup faire de l'histoire. Et donc on m'a dit, mais fais donc l'école des Chartes, tu verras, ça correspond tout à fait à tes envies. Bon. Donc j'ai fait l'école des Chartes, oui, j'ai passé le concours, je l'ai eu, je suis entrée à l'école des Chartes, j'en suis sortie, je suis devenue conservateur du patrimoine option archives, mais non, j'avais pas du tout idée de ce que je ferais après. Et c'est vraiment les hasards de la carrière et le fait que de temps en temps, je me suis dit, bon allez, on fait un saut, on fait un saut, on fait un saut. Mais j'ai jamais eu de plan de carrière et c'est pas maintenant que je vais en avoir un. Et avec le recul, est-ce que vous avez un fil rouge de votre carrière ? Oui, et je crois que c'est ce que disait notre collègue Ségolène, c'est vraiment d'être au service des gens, des habitants. Quand on a préparé le podcast, je disais, ce qui est bien dans une ville, c'est que quand je marche dans la rue, ou quand je vais au supermarché, ou je vois les personnes pour qui je travaille. Et je me dis, ben voilà, cette action qu'on est en train de mener, je sais pas, par exemple, on a mis en place une action pour aider les mères de moins de 20 ans, on en a beaucoup au Havre, à s'occuper de leurs enfants tout en s'épanouissant elles-mêmes. Ben, si dans le bus, je vois une gamine avec un bébé, je me dis, bien tiens, toi, on fait un truc pour toi à ce moment, et on va aider pour toi, pour ton enfant, pour que votre vie soit meilleure. Et c'est vraiment ça qui, enfin, j'aime ça, être utile. Pouvez-vous nous faire part de votre meilleur souvenir professionnel ? Meilleur souvenir pour plein. Mais un récent, c'est on a créé au Havre, bon, on n'a pas eu de chance parce que c'était en 2020, mais on a créé un orchestre Demos. L'orchestre Demos, c'est un orchestre philharmonique composé d'enfants de CE2.
et ils font ça jusqu'au CM2. Ce sont des enfants issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, à qui on remet un instrument de musique, et pendant 3 ans, ils ont des cours de musique avec des profs qui viennent ou à l'école ou en dehors de l'école. Ils se réunissent régulièrement pour faire de l'ensemble, et ils ont des grands concerts tous les ans, et leur dernier concert, c'est un concert qui est à la Philharmonie de Paris. Donc ils font à la fin du CM2. Ben, le jour où on a remis les instruments à ces gamins, où ils sont montés sur scène, on a vu des toutes petites choses là, des petits garçons, des petites filles, avec un violoncelle, avec une clarinette, avec un tuba, avec une flûte traversière, et ces enfants qui avaient ça comme si c'était le Père Noël qui était passé, quoi. Ça, c'était vraiment chouette. Et les parents les voyaient aussi avec des étoiles dans les yeux. C'est ce genre de choses qui, je trouve, nous paye au-delà de nos salaires. Séverine Bagot-Renaud, je suis responsable du bureau d'aide à l'insertion professionnelle à l'Université de Rouen. J'aimerais revenir à nouveau en arrière avec vous et que vous nous parliez de la petite fille que vous étiez. Alors, la petite fille que j'étais, à la fois, elle allait à la vigne, elle allait au jardin avec ses parents, parce que c'était notre monde d'agriculteurs, des gens qui mangent des haricots verts à tous les repas pendant l'été, parce que c'est la période des haricots verts, puis du chou à tous les repas pendant l'hiver, parce que c'est la période du chou, et qui sont, ma foi, pas malheureux de vivre comme ça, parce que on peut les accommoder de façon différente. Et à côté de ça, j'aimais lire. Et j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui m'a lu des livres toujours. On m'a lu dès ma plus tendre enfance, et moi-même j'ai su lire très tôt. À 4 ans, je lisais. Et ce goût, cette appétence pour la lecture, ça a été extraordinairement formateur. Et cette petite fille que j'étais, je lisais et je dévorais les livres au sens propre, parce que je mangeais des petits bouts de papier qui étaient les petits coins des pages. Mais si je raconte cette anecdote ridicule, c'est parce que c'était vraiment ça. J'avais envie d'apprendre, envie de savoir. Les livres m'ont permis de me projeter dans plein de possibles qui étaient tout autre que ce que je vivais quotidiennement. Et j'ai été beaucoup poussée par mes parents, qui avaient vraiment envie que je réussisse. Mes parents, c'était beaucoup travailler. Et voilà. Donc voilà, cette petite fille-là a beaucoup bénéficié d'un environnement très positif. Si je comprends bien, en fait, vous avez eu autour de vous des personnes assez inspirantes, votre grand-père, vos parents. Est-ce qu'il y en a eu d'autres, des personnes inspirantes dans votre environnement au cours de votre carrière? Oui. Je me souviens d'un prof que j'avais quand j'étais au collège, un prof d'histoire qui vraiment nous ouvrait des horizons sur alors moi qui étais intéressée par ça très certainement, mais c'était pas des cours des cours ennuyeux. Il nous envoyait aux archives de la mairie pour faire des recherches sur le nombre de naissances, de décès. C'est là vraiment que j'ai compris l'histoire, ces sciences auxiliaires. Et pour moi, ça a été une ouverture sur la recherche, ce qui allait être après une partie quand même de mon début de carrière. Oui, lui, c'était quelqu'un de très très inspirant, et je m'en souviens avec beaucoup d'affection. Et aujourd'hui, en fait, quelle femme vous êtes? Je le disais, je crois tout à l'heure, je suis Madame Tout le Monde. C'est-à-dire, voilà, j'ai 3 enfants, 2 filles qui sont adultes, un garçon qui a 19 ans. J'ai des amis, j'ai une vie professionnelle riche, une vie sociale. Je fais du chant. Je consacre beaucoup de temps quand même à mon travail, parce que c'est vraiment ce qui m'épanouit. J'aime ce que je fais, mais ouais, je crois que pour être à mon poste, il faut essayer d'être comme tout le monde. C'est vraiment important de me dire, je vais au supermarché, je pourrais aller ailleurs, mais je vais au supermarché parce que je veux aller là où vont les gens pour qui je travaille. Je veux les voir, je veux être avec eux. Ça compte pour moi de pas être hors sol, et les soucis que j'ai avec mes enfants potentiellement, ou que j'ai pas d'ailleurs, mais que je peux avoir en tout cas avec mes enfants, avec ma mère quand elle était encore de ce monde, tout ça, c'est les mêmes soucis que les autres. Je suis Muriela Rivierez, chargée de l'information et de l'orientation des élèves allophones de l'Académie de Normandie. Donc vous avez évoqué
votre vie sociale riche. Donc, je vais introduire la thématique équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Comment concevez-vous votre équilibre vie professionnelle et vie personnelle ? Alors, c'est un sujet qui a été beaucoup abordé quand mes filles étaient petites. Parce que elles râlaient un peu, parce qu'évidemment, depuis très longtemps, en fait, j'ai eu mon premier poste de directrice quand ma fille cadette est née, à peu près. Donc, j'ai été tout de suite, quand elles étaient bébés, très occupée, peu présente. Et j'avais la chance que mon mari à cette époque-là était plus disponible que moi, donc il s'en est beaucoup occupé. On avait la famille pas loin, donc c'était facile. Mais j'avais toujours les filles qui disaient ouais, les mères des autres, elles vont les chercher à la sortie de l'école et toi tu viens pas. Donc j'avais vraiment ces râleries-là et je leur disais ouais, je viens pas, c'est vrai, mais nous on part en vacances et quand on part en vacances, je suis là, je m'occupe de vous. Vous savez le truc des moments de qualité, ça fait un peu livre de développement personnel, mais en fait c'était ça que je leur disais. Je leur disais quand je suis là et le reste du temps je suis pas là, mais je leur ai toujours dit que c'était important pour moi de m'épanouir aussi. Qu'il n'y avait pas qu'elle, quoi, que j'étais là aussi. Et que, par exemple, il y avait le travail, il y avait aussi la chorale. J'ai toujours chanté dans un groupe. Où que je sois, je trouve un groupe et je chante. Et je sais que ma fille cadette pleurait quand je partais à la chorale le mardi soir, parce que maman reste, etc. Et je partais, quoi qu'il en soit, et sans le moindre remords. Parce que j'ai toujours pensé que j'avais besoin de ça aussi. Je suis pas que une servante, servante de son travail, servante de ses enfants. Moi aussi, je veux me faire plaisir. Vous a-t-on reproché votre engagement professionnel dans votre cercle familial ? Non, pas du tout. Pas du tout. Comme je vous disais, mes parents attendaient de moi que je réussisse et ils ont été très contents de mon parcours professionnel. Mon mari était tout à fait en phase avec ça. Enfin, je pense qu'il y a des maris, des conjoints que ça doit gêner davantage. Le mien, pendant longtemps, n'a eu aucun problème avec ça, vraiment. Vous avez instinctivement abordé une question que j'allais vous poser concernant le temps que vous arrivez à vous dégager. Donc, vous pratiquez la chorale, c'est ça ? Et y avait-il d'autres activités ? La chorale, le sport quand même, hein, parce que rester à peu près en forme. Et puis, sortir avec des amis, comme tout le monde, hein, voilà. Mais oui, j'aime bien... Donc on a bien entendu que votre famille, vos parents étaient votre plus grand soutien. Avez-vous bénéficié d'autres soutiens dans votre entourage ? À part ma famille, mes parents, mais oui, j'ai été pas mal poussée aussi par mes chefs directs, au moins 2 d'entre eux, mes DGS, qui m'ont dit mais faut aller plus loin, faut continuer, faut bouger, changer de poste. J'ai eu cette chance-là d'avoir des chefs qui avaient cette générosité de penser à moi, tout en me disant bon quand même, si vous partez, ça va être un peu compliqué, mais quand même, ouais. Si vous avez envie, allez-y, je vous aiderai. Et ça, je trouve que c'est bien. Et pour le coup, ça, je le reproduis quand j'ai des collaborateurs de qualité qui me disent mais j'ai envie de partir, je veux faire autre chose. Je vais pas leur dire restez. Ouais, allez-y, je vais vous aider. Et en particulier pour mes collaboratrices, parce que je veux vraiment qu'elles puissent progresser, faire carrière. Faut pas être égoïste de ce point de vue. Moi, je suis Alina Ghișliac, directrice des études et de la recherche à l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie. Et je vais concentrer mes questions plutôt sur les freins à la carrière des femmes. Donc, je souhaiterais savoir d'abord si vous avez rencontré et ressenti le plafond de verre dont on parle. Alors, ressenti le plafond de verre, je le dirais pas comme ça. Ce que j'ai ressenti, c'est que on ne m'attendait pas nécessairement. Par exemple, quand j'ai pris mon premier poste de directrice,
Je travaillais à cette époque-là comme chef de service, service information, donc c'était documentation, communication interne, accueil, courrier, enfin bon, tout ce qui concernait le traitement du papier, de la relation usagée au sein de cette collectivité. Et se présente un poste d'adjointe au DGA, de directrice donc, adjointe au DGA en charge des solidarités. Et bon, je me dis tiens, ouais, super poste, ouais, ça m'intéresse, et je candidate. Et là, le DGS me convoque et me dit non mais j'aurais jamais pensé à vous pour ce poste-là. Merci, merci. Néanmoins, me dit-il, vous êtes une bonne candidate et donc je vous recrute sur ce poste. Donc ce côté, j'aurais pas pensé à vous. Ouais, là il y a eu un petit moment quand même d'agacement de ma part, mais comme après il a dit bon finalement pourquoi pas. Ça, voilà. Et puis quand je suis arrivée dans une autre collectivité où l'équipe de direction générale, donc là j'étais déjà, l'équipe de direction générale était uniquement masculine, avait toujours été masculine. Et quand je suis arrivée, un d'entre eux m'a dit, de toute façon, on sait bien que tu as été recrutée parce que tu es une femme, hein. Et donc j'ai dit non, j'ai été recrutée parce que j'étais la meilleure à l'entretien. Mais j'ai senti qu'il allait falloir que je fasse ma place, que je joue un peu des coudes et que je me laisse pas faire. Donc ça a commencé par leur dire que le déjeuner hebdomadaire de la DG, je refusais que ça soit salade de pâtes, quiche et flan, et qu'on allait peut-être mettre des mets un peu plus healthy. D'abord. Puis j'ai dit que tout ce qui était blague grasse au-dessous de la ceinture, dont il se repaissait quand même avant mon arrivée, ça n'allait plus être possible. Et vraiment, je l'ai porté beaucoup parce que c'était voilà le mâle blanc de 50 ans, quoi, celui qui s'amuse. Voilà, ces amusements-là n'étaient plus possibles. Donc il y a eu j'ai dû être un peu parfois brutale, parfois désagréable pour faire ma place, mais après ils avaient compris, puis il y a eu un petit changement, ça a été mieux. Mais vraiment, donc pas de plafond de verre à proprement parler, mais le besoin de s'agiter un peu pour que la place soit à la mesure de ce que je voulais, oui. Ça répond un peu à la question que je voulais vous poser par la suite. Donc du coup, si je comprends bien, l'autocensure, ça n'a pas été vraiment un leitmotiv de votre carrière. Vous avez plutôt essayé de ne pas vous autocensurer. J'ai essayé, oui. Je pense que, comme beaucoup de femmes, il y a aussi de l'autocensure inconsciente, c'est-à-dire des choses auxquelles peut-être je n'ai même pas pensé parce que parce que mon inconscient me dit mais non, laisse tomber, parce que je suis comme beaucoup, hein. Parfois je me dis mais est-ce que je vais assez bien le faire, est-ce que quelqu'un d'autre serait pas mieux placé, et c'est une pensée que je crois assez féminine, hein, sans vouloir tenir de propos sexistes, mais pour le coup, je crois que c'est assez féminin cette idée-là de se dire je veux faire au mieux et peut-être que quelqu'un ferait mieux que moi. Donc oui, je suis certaine que je ne suis pas indemne, mais ça, il y en a pour quelques générations, je le crains. Avant que ça devienne totalement naturel. Mais c'est notre boulot à nous de dire à nos enfants, particulièrement c'est concerné, je vois, de dire à nos enfants, à nos filles, tout est possible, et tu es aussi bonne que les autres, et de dire à nos garçons, c'est élevez vos garçons avant d'élever vos filles. Hein, voilà. Et ça, c'est vraiment très important pour sortir de ces sujets-là, parce que on le place toujours sous la responsabilité des femmes. Hein. Comment vous êtes, est-ce que vous n'êtes pas restreinte ou limitée? Mais d'où ça vient? Ça vient pas que de nous. Hein. Là, on va peut-être parler aussi de la confiance en soi, du rapport au pouvoir et à l'ambition que vous avez. Sur une échelle de confiance en soi de 0 à 5, où vous situez-vous et pourquoi? Alors, de 0 à 5, ça aurait été jusqu'à 50, c'était plus facile. Non, 4,5. Je sais pas ce que je vous ai dit quand on a discuté, qui était un propos totalement arrogant. C'était vraiment terrible. Ah oui, vous nous avez dit que vous étiez la meilleure sur certains postes. Ouais. Mais en fait, je crois qu'on n'y arrive pas si on croit pas ça.
Vraiment, je crois fondamentalement que si je crois pas à moi, mais qui va y croire? Ouais, mes enfants, mais c'est pas eux qui donnent les postes. Voilà. Donc, je crois en moi. Ce qui m'a quand même aidé, et ça c'est il y a longtemps, c'est la prépa. Parce que arriver en prépa, c'est être pressuré. Alors ça a pu changer peut-être maintenant, je sais pas, mais voilà. Arriver en prépa, c'est accepter d'être pressuré, d'être remis en question, d'être harcelé de travail, de bosser tous les jours jusqu'à 3h du matin. Après, la grande école, c'est rien une fois que vous avez fait la prépa, vraiment. Et ça, la prépa, faire ça, réussir le concours et intégrer l'école, ça crée une confiance. Ça crée l'idée qu'on peut le faire. Et encore aujourd'hui, bien des années après, je me dis non mais si j'ai fait la prépa, je peux faire ça. Et je n'ai jamais peur dans le travail. J'ai jamais peur quand on me demande de faire quelque chose. Jamais je me dis oh là, et si j'y arrive pas, et s'il y a trop de choses, et si je peux pas le faire. Quel est votre rapport à l'ambition? Bon, je dirais qu'il est raisonnable. Je suis pas hyper ambitieuse. Par exemple, là, maintenant, à ce stade, je pourrais prendre un poste de DGS, directeur général des services, et ça pourrait être, voilà, l'ambition ultime, être calife à la place du calife. Mais en fait, quand j'y réfléchis, je pense que un poste de DGA, par rapport à ce que j'aime, ce qui m'anime, faire des choses, etc., ça correspond plus à mes envies. Et je me dis, si je finis pas ma carrière comme DGS, le monde ne s'écroulera pas, je perdrai pas grand-chose, et au moins, j'aurais fait jusqu'à la fin ce que j'ai envie de faire, j'aurais été dans l'action, dans le concret, et pas juste dans la technocratie. Et moi, je suis directrice générale adjointe. Et la différence, c'est que une directrice générale adjointe comme moi a un poste quand même de technocrate, certes, mais de technocrate de terrain. Et moi, ce que j'aime, c'est lancer des projets, les monter et après les faire porter, évidemment, par les équipes. Mais on peut faire ça quand on est déjà, parce qu'on est dans une thématique. Quand vous êtes directeur général des services, c'est beaucoup le rapport avec les élus, l'organisation générale. Et au fond, même si d'un point de vue de prestige personnel, c'est peut-être mieux, d'un point de vue d'accomplissement personnel, il me semble que c'est moins bien pour moi. Êtes-vous une femme de pouvoir? Oui. Ça, en revanche, oui. L'ambition, c'est une chose, le pouvoir, c'en est une autre. Ce qui est vraiment intéressant quand on travaille en collectivité, c'est que on a les élus qui fixent les grandes orientations et puis on a les services, les directions qui mettent en œuvre les orientations. Et j'ai eu la chance de travailler quasiment toujours avec des élus qui faisaient bien la part des choses entre la volonté politique, l'ambition politique et puis la technique. Et donc qui nous laissent faire et il y a bon nombre de choses qui existent parce que j'ai eu envie qu'elles soient faites. Parce que je sais bien quelle est ma place. Alors bien sûr, il faut le faire valider par les élus, et parfois ils disent non, ils sont pas d'accord, et on laisse tomber, on passe à autre chose. Mais le fait d'être à l'impulsion de l'action, la proposition et la capacité à la rendre suffisamment compréhensible, attractive, pour que l'élu en charge dise ah ben ouais, ça j'ai envie qu'on le fasse, ça oui, c'est du pouvoir. Et enfin, dernière question pour moi, quelle est l'importance de l'image dans votre vie professionnelle et comment gérez-vous votre image? C'est pas vraiment un sujet, j'avoue, sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. On a aussi oui, vous dites image, j'essaie d'être quelqu'un d'accessible. Je ne veux pas avoir une image de personne qui est un grand chef dans son bureau. Ça, c'est pas moi, c'est pas de toute façon ma personnalité. Mais une directrice générale adjointe, c'est quand même dans une collectivité une personne importante. Donc les agents, quand ils parlent à une DGA, quand ils viennent la voir, il y a toujours un petit moment de stress, d'inquiétude, d'intimidation. Donc j'essaie vraiment d'être la plus accessible possible. Et après, oui, ce que j'allais dire, c'est qu'en tant que femme, et d'un point de vue d'image, juste qu'on renvoie la personne physique qu'on montre, on peut être habillé comme on veut. On n'est pas obligé d'avoir une tenue de pingouin comme ont nos collègues masculins. Et non, mais c'est vrai.
c'est vrai. Vous voyez dans un codir les hommes avec leur costume cravate, les pauvres. Et puis vous voyez les femmes habillées comme elles veulent. En été, c'est merveilleux. En hiver aussi, d'ailleurs. On met des pulls, on met tout ce qu'on veut. Enfin, ce côté libre de la présentation et de l'image que peut donner une femme, alors l'image corporelle, l'image physique de la femme comme ça, et ben ça, je trouve que pour le coup, c'est vraiment un point qu'on a par rapport aux hommes, un point très positif. Et je ne suis pas, une DGA en tailleur, parce que je trouve que c'était pas la peine de singer cet habillement masculin. Sonia Turgis, je suis personnelle de direction dans l'éducation nationale. Je dirige un lycée public dans l'Eure. Puisqu'il est question aujourd'hui notamment de la place des femmes dans le milieu professionnel, vous êtes-vous déjà trouvé en situation de devoir en faire plus pour être légitime? Ah oui, clairement. Mais quand je suis arrivée dans ce département dont je parlais tout à l'heure, où l'équipe de DG était uniquement masculine, il a fallu que je prouve que j'étais pas là sans motif, oui. Et effectivement, j'ai beaucoup donné pour leur montrer que on m'avait pas recruté parce que j'étais une femme, alors que si, puisqu'il y a maintenant, vous savez, les pénalités quand on recrute. Donc oui, on m'avait recruté parce que j'étais une femme. Et je voulais leur montrer que j'étais quand même la meilleure. Et ça veut dire qu'il faut bosser davantage. Je pense que progressivement, ces choses-là disparaissent. Maintenant, je suis dans une équipe de DG qui est parfaitement mixte. On ne se croit pas obligé, les femmes, de faire plus que les hommes. Mais à cette époque-là, j'ai vraiment dû faire ça. Oui. Selon vous, du coup, comment construit-on son leadership justement quand on est une femme? Alors, il faut, à mon avis, surtout pas singer une attitude autoritaire qu'on pourrait qualifier de masculiniste. Il faut être comme on est. Le leadership, il se construit pas en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre. Il faut vraiment rester soi, être sûr de soi. Je vous l'ai dit, c'est pas mon problème. Il faut être sûr de soi, mais rester la femme qu'on est, qu'on a envie d'être, et ça se construit comme ça. Enfin, faut surtout pas jouer un rôle. Et le fait d'être une femme, justement, peut-il être une forme de plus-value dans votre milieu professionnel? Oui, je pense que être une femme parce que moi je suis pas une jeune femme maintenant, peut-être c'est un peu plus facile parce qu'il y a plus d'égalité certainement, un peu plus, ça serait bien entre les femmes et les hommes, mais en tout état de cause, avec cette obligation de concilier vie familiale et vie professionnelle, la connaissance du supermarché, toutes ces choses de la vie, de la vie de tous les jours qu'on connaît quand on est une femme, et que certains hommes qui sont dans des postes à responsabilité ne connaissent pas vraiment. Il y a beaucoup j'ai connu beaucoup de directeurs généraux, DGS ou DGA, qui avaient beaucoup d'enfants, des familles nombreuses. Et puis j'ai pas connu beaucoup de femmes, DGS ou DGA, qui avaient beaucoup d'enfants, parce que c'est quand même un peu compliqué, plus vous avez d'enfants, plus il y a du boulot, etc. Bon, mais et je pense que effectivement, pour les femmes, c'est une réalité quand même, qu'en plus de leur poste de DG, elles doivent aussi faire tout le reste, s'occuper de la maison, des enfants. Et que ça donne un plus considérable. On comprend les choses différemment, vraiment. Puis le côté de, vous savez, je sais faire les devoirs, téléphoner à ma mère, préparer le repas, etc. Mais ça on sait le faire aussi. Et c'est un peu caricatural ce que je dis, j'en ai conscience, mais je crois que c'est quand même vrai. Vraiment, je crois que on est plus les pieds dans la boue, ça aide quand même à comprendre les choses, à comprendre les gens. Et on a besoin, pour travailler efficacement, de comprendre les choses, de comprendre les gens. Vous avez déjà évoqué beaucoup de choses à travers les réponses que vous nous avez faites. Tout ce qui concerne la charge mentale et également d'autres choses. Et si vraiment vous devez nous dire en quelques mots quelles sont les clés d'une carrière réussie au féminin, quels seraient ces quelques mots-là? Il faut quand même, et je le redis, croire en soi. Vraiment, on n'y arrivera pas si on est son premier.
On est son premier supporter, en fait. Et il faut vraiment être très clair là-dessus. Ils viendront pas vous chercher, de toute façon. Parce que voilà, ils viendront pas vous chercher. Donc, il faut croire en soi, premièrement. Deuxièmement, il faut pas avoir peur, il faut sauter. Il faut se dire, allez, j'y vais, voilà. Et il faut surtout pas avoir de remords par rapport à sa famille. Et ça, je crois que, voilà, croire en soi, sauter et pas de remords. Ouais. Mais, ouais. Hélène Gézéquiel, adjointe à la DRH du Crous de Normandie. Pour ma part, madame, je voudrais savoir quels conseils vous donneriez à une jeune femme en début de carrière. Et selon vous, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Alors, en début de carrière, c'est souvent le moment où on a les enfants petits et où donc on se sent un peu coincé par les enfants et donc on va pas forcément partir sur de grands horizons. Et pour le coup, quand je disais tout à l'heure pas de remords, il faut pas avoir de remords pour ça non plus. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, donc j'étais au ministère de la Culture, et puis j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, et lui, il était obligé de vivre dans le Sud parce que son travail était obligatoirement dans le Sud. Donc je suis partie de mon boulot qui était intéressant à Paris pour venir dans le Sud pour faire quelque chose d'un peu moins intéressant. Puis on a eu notre premier enfant, voilà. Et je n'ai aucun remords d'avoir abandonné une potentiellement carrière fulgurante au ministère de la Culture pour faire quelque chose de moins bien, parce que c'était aussi un bon moment. Et je crois qu'on parle beaucoup de carrière, etc. Mais il n'y a pas que la carrière non plus dans la vie, il y a la vie aussi. Et vraiment, peut-être que oui, ça nous retarde par rapport aux hommes, mais c'est certain que ça nous retarde par rapport aux hommes. Moi, ces années que j'ai passées dans le Sud, en famille, à faire un boulot qui n'était pas un boulot exceptionnel, c'est sûr que les garçons du même âge, pendant ce temps, ils commençaient déjà à prendre des postes de directeur. Et alors, voilà, moi j'ai fait un truc qui me plaisait. Donc je me dis que il faut pas non plus à toute force vouloir à toute force vouloir tout sacrifier à la carrière non plus. Si c'est l'envie qu'on a, il faut le faire. Mais si on doit avoir des remords, il faut pas le faire non plus. Donc je crois que quand même, il y a ce côté un peu faites-vous plaisir de la façon dont vous voulez vous faire plaisir à ce moment-là. Mais après, pour les jeunes femmes, il faut surtout pas qu'elles se disent qu'elles y arriveront pas. Enfin, vraiment, le conseil, c'est croyez en vous quand vous êtes jeune, et même quand vous êtes jeune. Et puis, se dire, vous allez progresser, vous pouvez progresser, vous pouvez y arriver. Voilà. Si on veut faire carrière, il peut y avoir un prix à payer. Mais ça dépend. En fait, ça dépend de ce qu'on appelle faire carrière. Oui, certainement, si on veut être DGS à 30 ans, il y a un prix à payer. Ouais, ça c'est sûr. Mais le tout, c'est de savoir si on a envie de le payer ou pas. Si je vois une paire de chaussures à 850 €, si ma joie c'est de les avoir dans mon dressing, je vais payer 850 €. Il y a un prix à payer, je vais le payer. Si une fois qu'elles sont dans mon dressing, je me dis oh là là, avec ces 850 €, tout ce que j'aurais fait, j'ai eu tort de payer le prix. C'est exactement la même chose pour la carrière. Si je dois regretter toute ma vie de pas avoir vu mes enfants petits et de pas m'en être occupé, c'est ballot d'avoir opté pour la carrière. Et il me semble qu'on peut se l'imaginer assez tous. Mais ce qui est sûr, c'est vraiment pas de remords. Donc, et puis, je me souviens d'un patron que j'avais qui me disait, au lieu de réfléchir pendant des heures à la meilleure solution, choisis-en une et réfléchis pendant des heures à la façon dont tu vas la mettre en œuvre. C'était peut-être un peu mieux, effectivement. Vous êtes engagé dans le réseau EGAL. Pourriez-vous nous expliquer l'utilité de ce type de réseau ?
Oui, l'utilité de ce type de réseau, je pense que vous la concevez parfaitement, vous qui êtes dans cette formation qui a aussi pour objectif, puisque les anciennes sont là, de créer un réseau. L'idée du réseau, c'est vraiment à la fois de donner des exemples, parce que dans le réseau, il y a des femmes à différents niveaux dans les hiérarchies, de donner envie, de donner des conseils, d'accompagner, de créer la confiance, et puis c'est cette notion qui se développe de plus en plus en ce moment de sororité, c'est-à-dire on a vraiment des choses à se dire les unes aux autres et qu'on se dira très bien parce qu'on est passé par là, et je crois que ce réseau égal qui démarre, et puis c'est pas si facile que ça de faire ça bénévolement, enfin bon, on fait de notre mieux en tout cas pour l'animer et le faire fonctionner, mais ce réseau c'est une chance qu'on donne à toutes les femmes de la fonction publique en Normandie qui sont cadres ou qui veulent le devenir, de trouver là un lieu sécurisant où on va les écouter, où on va les aider, où on va vraiment les pousser aussi à faire ce qu'elles ont envie de faire. Qu'est-ce qui doit changer pour que l'égalité professionnelle femmes-hommes soit une réalité? Il faut que les femmes prennent le pouvoir. Enfin, c'est la seule chose qui doit changer. Et c'est pareil pour toute forme d'égalité hommes-femmes, professionnelle ou autre. Il faut que les femmes prennent le pouvoir. Aux hommes. Non mais on est obligé à un moment de tenir quelques propos féministes, sinon il faut pas se raconter d'histoire. Les femmes prennent des postes, et avant ces postes, c'était des hommes qui les avaient. Donc quoi qu'on dise et quoi qu'on en pense, les postes de pouvoir entre guillemets qu'on prend, on les prend aux hommes. Josiane Magloire, responsable d'unité à la direction départementale des territoires et de la mer de l'Eure à Évreux. Madame Lamure-Baudreux, après tous ces échanges, nous aimerions savoir quelles sont vos ambitions pour la suite. Mes ambitions, soit je change encore de poste, mais pareillement pour un poste dans une autre collectivité, un autre territoire, où je pourrais œuvrer là encore pour améliorer la vie des gens, soit je poursuis dans ma collectivité, mais mon ambition pour la suite, c'est pas une ambition pour moi, enfin voilà, je suis contente du niveau, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir toujours plus mettre mes compétences, mon savoir au service de mes concitoyens. Donc il y a ça qui compte vraiment pour moi. Je crois que c'est mon ambition principale finalement, que les choses soient, que les travaux, les évolutions, les actions, les projets que je pilote soient toujours plus efficaces. Et puis donc ça c'est d'un point de vue professionnel. Après, mon autre ambition, c'est que j'aimerais quand même vraiment, et bon, voilà, j'y travaille là en ce moment même avec le réseau égal, mais j'aimerais vraiment être plus efficace pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes d'un point de vue professionnel ou sur tous les plans. Ça, c'est un sujet qui m'importe beaucoup. On voit bien que la situation des femmes dans notre pays, et alors a fortiori dans notre pays, mais bon, déjà dans notre pays, elle est quand même pas ce qu'elle devrait être. On a encore des situations tout à fait scandaleuses, et moi je voudrais vraiment pouvoir contribuer à ça davantage, parce que je pense que c'est une cause essentielle pour le bien-être de tous. Si c'était à refaire, changeriez-vous quelque chose dans votre parcours? Et si oui, quoi? Alors peut-être que si c'était à refaire, je changerais ma formation initiale. Non pas que j'en ai pas été contente, c'était vraiment bien, mais je pense que peut-être j'aurais préféré une école de service public administratif plutôt que une école un peu à côté. Et tout en disant ça, je me dis que c'est bien aussi d'avoir fait ce pas de côté et d'être à ce poste en n'ayant pas un cursus classique, parce que je pense que ça m'a permis de voir les choses différemment. Donc non, peut-être si c'était à refaire, ça je le changerais pas, effacez-le au montage. Mais comme je vous l'ai dit, pas de remords, pas de regrets. Si c'était à refaire, peut-être je le referais différemment. Sûrement je le referais différemment, mais est-ce que
est-ce que j'ai besoin de me dire ça, au fond? Vous voyez, c'est intéressant comme question, parce que est-ce qu'il faut se dire ça? Est-ce qu'il faut se dire qu'est-ce que je ferais d'autre? Je l'ai fait de toute façon, et puis pour le coup, je vais pas le refaire. Et si vous aviez une baguette magique, on va se l'imaginer, que changeriez-vous dans la fonction publique, tout particulièrement? Alors, il se trouve que j'ai une baguette magique, hein. Voilà, parce que je suis une grande adepte de Harry Potter et j'ai la baguette magique de Hermione Granger dans mon bureau. Bon, pour l'instant, elle m'a pas trop servi, je connais pas bien les formules, mais bon, en tout cas, si j'avais une baguette magique, ce que je changerais, je pense, dans la fonction publique, c'est la lourdeur administrative. C'est ce côté qui fait que on n'écoute pas assez l'expérience usagée, l'expérience de l'habitant. Et pourtant, on en parle, hein, on s'en gargarise de user experience, mais en fait, on ne l'écoute pas. Et on est dans nos bureaux, bien au chaud, ou de moins en moins au chaud avec. Mais on est dans nos bureaux, on n'est pas assez dehors, on n'est pas assez dans la rue, on n'est pas assez dans les supermarchés. Vraiment, ce que je changerais dans la fonction publique, c'est ça. C'est moins, et alors pour le coup. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense que les femmes, elles sont mieux placées que les hommes pour être dans cette compréhension de la vie, et je pense que j'autoriserai davantage les agents à faire usage de leur propre expérience d'utilisateur, de leur propre expérience de la vie, et qu'on soit davantage dans notre concret. Moi, ma vie, c'est ça, j'ai connu ça, et voilà ce que je veux pour les gens, parce qu'ils vivent la même chose que moi. Je pense que ça, c'est ce côté vraiment de lien avec l'habitant, il est hyper important. Enfin, pour finir, pouvez-vous nous dire ce que vous retenez de cet échange? Mais écoutez, ce que je retiens de cet échange, vous m'avez un peu trituré dans tous les sens. Et ça m'a fait réfléchir. Certaines d'entre vous m'ont posé des questions qui m'ont un peu étonnée parce que j'avais pas vraiment réfléchi. C'est toujours intéressant, et ça m'a amené à formaliser pour vous des choses que je me formulais dans la tête, mais pas nécessairement de façon très très construite. Donc, ça m'a vraiment apporté à moi cette possibilité de structurer ma réflexion sur des questions qui me tiennent vraiment à cœur, hein, parce que vraiment la place des femmes dans la fonction publique, en particulier dans la société en général, me tient beaucoup à cœur. Donc, merci de m'avoir permis de parler de ça. De mon côté, j'espère que j'ai dit des choses qui étaient utiles et qui vous auront amené à réfléchir. Merci beaucoup à vous, Madame Lamure-Baudreux. Justement, Clarisse Chevalier va nous faire une synthèse de ce qu'on vient d'écouter. Clarisse Chevalier, directrice du service départemental de l'ONAC-VG, donc c'est l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de la Seine-Maritime. Donc Madame Lamure-Baudreux, tout d'abord merci de cette intervention. Vous nous avez dit que vous étiez au stade de votre carrière où vous aviez envie de partager, de dire aux femmes que c'est possible et qu'on peut y arriver. Vous vous êtes décrit comme quelqu'un d'inspiré, comme quelqu'un de normal, et que votre leitmotiv, si je peux dire, c'est rester soi-même à un niveau élevé. Vous avez également évoqué le fait que les femmes, on avait un avantage par rapport aux hommes, c'est qu'on avait la possibilité de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, et qu'on connaissait les choses de la vie. Vous vous décrivez aussi comme quelqu'un qui aime la satisfaction du service rendu et que vous souhaitez être toujours plus efficace au service des habitants. Vous avez aussi eu un parcours avec des opportunités et qu'on vous a laissé la chance d'exercer des professions là où on vous attendait pas forcément. Et que vous êtes expérimenté dans votre travail et que c'est ça qui vous a donné votre confiance en vous, et que vous avez toujours créé une idée, l'idée fixe que l'on peut faire, qu'on n'a jamais peur dans son travail, qu'on impulse l'action, qu'on a une capacité de se rendre attractive, et que en tant que femme, on est des personnes accessibles. Et vous avez aussi, pour finir, enfin ce que je dirais sur vous, c'est que vous nous avez donné 3 moteurs essentiels, c'est de croire en soi, de sauter le pas, de ne jamais avoir peur, et de pas avoir de remords par rapport à sa famille et à son entourage. La personne, en tant que femme professionnelle, existe. Merci.
Merci Clarisse, c'était très bien résumé. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de ce podcast. Je vous invite à en parler autour de vous et à le partager auprès de toute personne qui cherche de l'inspiration. Je remercie particulièrement l'Institut régional d'administration de Lille et la PFRH de Normandie qui permettent la tenue de cette journée et la création de ce podcast. Merci également aux femmes qui participent à ce parcours de formation et dont vous avez pu entendre les questions. Josiane Agua, Séverine Bagot-Renaud, Clarisse Chevalier, Alina Chisliac, Marilyn Deslandes, Angélique Félicité, Camille Grégorio, Ségolène Groual, Muriel Rivierez, Sonia Turgis et Hélène Jézéchiel. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance.